Mais comment on vend un film en 2025? Quel est l'impact réel des réseaux sociaux sur la réussite d'un film en salle? J'ai le plaisir d'accueillir les équipes social media des cinémas Pathé. Mes deux invités ont la lourde responsabilité d'animer une communauté de plus de 2 millions de followers, toutes plateformes confondues. Pathé, c'est une institution dans l'industrie du cinéma. Aux manettes de cette stratégie, il y a Victor Losmo et Alexis Audrin. On a parlé interview d'acteurs, podcast, stratégie vidéo et même de tapis rouge. Les amis, voici 1 heure de partage d'expérience et d'insight. 1 heure très bien investie si vous voulez mon avis. Alors je vous souhaite une très très belle écoute. Salut tout le monde. C'est le super délit. Super délit. C'est le super délit. Toute l'actu social média servie sur un podcast. J'aimerais beaucoup que vous me parliez de la stratégie, évidemment, social media des cinémas Pathé. Quels sont vos objectifs? Comment vous gérez une présence social media aussi exhaustive? On l'a dit, vous êtes sur à peu près toutes les plateformes. Comment on gère ça? Vous produisez aussi énormément de contenu. Et là, il va falloir que vous me racontiez comment vous inventez et puis aussi comment vous produisez ces différents formats. Est-ce que c'est fait en interne, avec qui vous bossez, etc. Quelles sont vos armes secrètes dans la guerre à l'attention qui fait rage sur les plateformes? Parce que vous êtes au milieu de la baston, là, avec ces contenus de divertissement. Hein. Et plus largement, j'aimerais aussi qu'on parle de cinéma avec un C majuscule. Comment on vend un film en 2025? Quel impact les retombées social media peuvent avoir sur la réussite d'un film en salle? Et puis aussi, comment on crée l'envie? Comment on transforme un spectateur potentiel en spectateur réel qui vient dans la salle et qui même m'achète du popcorn? J'ai envie que vous me racontiez tout ça. Voilà ce que j'ai en tête. Est-ce que ça vous va? C'est parfait. Vaste sujet. Il y a million de choses, mais on va y arriver. On va prendre point par point. Ça va le faire. On devrait s'en sortir. Alors, j'ai 2 personnalités devant moi et j'en ai une au milieu. Vous l'avez entendu, cette jolie voix, Alexis. Alexis, toi, tu as une voix de podcast. Pourquoi? Parce que tu es podcasteur aussi. C'est vrai aussi, voilà. Exactement. Donc, on va en parler tout à l'heure de ce podcast que tu animes donc, pour Pathé. Et donc, c'est pour ça qu'il a une voix vraiment qui est parfaitement adaptée à ces beaux micros. Ma vraie voix de tous les jours. J'ai ressorti ma voix de podcast pour toi. Voilà. Et puis Victor, un petit peu moins habitué, mais... Non, mais alors je le prends pas du tout personnellement pour ma voix, du coup, parce que c'est vrai qu'on s'est attardé sur celle d'Alexis. Non, un peu moins habitué à l'exercice du podcast, mais très content de le faire. Donc je disais, vous travaillez tous les deux sur le social media des cinémas Pathé. Victor, toi, tu es responsable des réseaux sociaux de Pathé. Et Alexis, toi, tu es responsable éditorial. Alors, comment il marche votre binôme et comment vous répartissez les rôles entre vous? En fait, ça a commencé... moi, que je suis arrivé chez Pathé il y a 5 ans et demi. Alexis était déjà là depuis un petit moment. Exact. Et en fait, notre binôme s'est créé un petit peu naturellement puisqu'on a remis un peu en perspective la stratégie des réseaux sociaux de Pathé et on a lancé ce projet qui est l'éditorialisation des contenus, un mot qui est un peu compliqué à dire. Et donc, on a très vite travaillé un peu main dans la main. Donc moi, vraiment côté réseaux sociaux, sur la gestion des comptes, sur la stratégie et sur le publishing, enfin vraiment toutes les activités d'un social media manager. Et puis Alexis, vraiment sur le volet édito. Et je te laisse peut-être... Oui, c'est-à-dire qu'en fait, quand on a commencé tout ça, en fait, toute l'éditorialisation des contenus de Pathé se faisait en externe. On passait par une agence externe qui nous créait des contenus en marque blanche, jusqu'au moment où il a été décidé en interne chez Pathé, justement, d'internaliser tout le process. Et à partir de là, il y a des agences qui ont été challengées, des grosses agences parisiennes familières à l'univers du cinéma et des réseaux sociaux. Et au final, ça s'est internalisé et il y a un alignement des planètes qui a été en ma faveur. Et moi, je sortais d'une alternance en communication chez Pathé. Il y a eu une création de poste et de là, je suis passé en charge des contenus. Et Victor venait d'arriver quasiment au même moment. Donc en fait, on a pu bâtir ça ensemble, les prémices de ce qu'on avait envie de faire sur les sociaux pour toutes nos prises de parole sur des choses très très liées à la salle de cinéma, les offres d'abonnement, de fidélité, tout ce qui est en rapport avec la confiserie, etc. Et puis surtout, l'accompagnement des films qui se fait chaque semaine, parce qu'on a quand même une actualité qui est extrêmement chargée. En dehors des temps forts de Pathé, il y a tous les mercredis 4, 5, 6 films qui viennent enrichir le line-up. Et donc, il a fallu les accompagner et trouver des astuces, des solutions pour le faire intelligemment, de manière un peu variée, etc. Donc, c'est comme ça qu'on a bâti toute cette strate.
Avant qu'on rentre dans les détails, juste un petit point sur la société Pathé. Bien sûr. Voilà, je vais même être honnête, c'est en préparant cet épisode, juste avant, Jordan me dit, il y a des trucs quand même à dire sur Pathé. Est-ce que Pathé, c'est une boîte qui date du 19e siècle, c'est ce que j'ai découvert en préparant. 1896. Exactement. Charles Pathé, c'est ça, fondateur de cette boîte. Et aujourd'hui, on va dire Pathé, vous avez plusieurs métiers, on en parlait tout à l'heure, avant de rentrer dans les studios. Exactement. Il y a évidemment les salles de cinéma. Combien de salles dans le monde, Pathé ? Dans le monde, alors en Europe et en Afrique, je crois qu'on est à un peu plus de 120 salles. En France, on est autour de 70 cinémas. Ok, donc 70 cinémas, principalement en France donc. Et puis, ça c'est la première activité. Puis aussi, vous produisez, Pathé, et distribuez des films. Le Comte de Monte Cristo, Emilia Pérez, je crois. Ça sort de vos studios, en tout cas de vos productions. Et vous distribuez ces films aussi dans vos salles. C'est marrant. Moi, je crois que j'avais jamais vraiment pigé que Pathé était un peu jugé parti de ce qui se passait dans ces cinémas. Je voyais vraiment les salles de cinéma et j'ai pas compris ce métier-là. Alors justement, par rapport à ça, Pathé n'est pas le seul à faire ça, puisqu'à une époque, Gaumont exploitait aussi des salles de cinéma qui ont été rachetées par Pathé il y a quelques années. Donc Gaumont aussi produit des films et avait ses salles de cinéma. C'est pour ça qu'on a tendance à dire Pathé Gaumont ? Tout à fait, oui. Parce que depuis 2000, il y avait une alliance entre les cinémas Pathé et les cinémas Gaumont pour être un grand groupe commun de cinéma. UGC aussi distribue et produit et a des salles de cinéma, gère aussi via Apollo Distribution. Donc MK2 aussi. Donc en fait, tous les grands réseaux de salles français ont d'une façon ou d'une autre un lien avec la distribution et la production de cinéma. Quand on y pense, c'est un peu comme Spotify qui produit ses propres podcasts. Oui, finalement. À une autre échelle, mais oui, c'est un peu dans l'idée, c'est un peu ça. Mais c'est vrai que Pathé Film et Pathé Cinéma sont deux entités, j'allais dire totalement différentes. On fait partie du même groupe, on fait partie du groupe Pathé, mais il y a c'est des postes qui sont parfois les mêmes, mais qui du coup ne touchent absolument pas les mêmes missions, parce que d'un côté, Pathé Film va accompagner dès le départ un film, ou alors au moment de la distribution, on va récupérer sa distribution pour le sortir, et nous de l'autre côté, on va s'occuper de tous les films et puis de notre réseau de salles en particulier. Mais c'est vrai qu'il y a des relations particulières par la force des choses entre Pathé Film et Pathé Cinéma, du fait qu'on partage les mêmes bureaux par exemple, et que on travaille forcément en bonne intelligence sur leurs films. Voilà, donc cette stratégie social media de groupe, elle se divise en deux, autour de ces deux activités. Ouais. Et vous êtes en salle de tout ce qui en charge de tout ce qui se passe dans les salles. Exact. Très précisément. Donc concrètement sur les réseaux sociaux, c'est tout ce qui est Pathé Pathé France. Pathé France. C'est l'intitulé. Alors voilà, parce que peut-être en dire un mot là-dessus, parce que c'est vrai qu'on est présent dans 9 pays dans le monde. C'était peut-être un peu compliqué des fois d'avoir les mêmes handles sur les réseaux sociaux, avec parce qu'on marchait un peu sur les pieds de la Suisse, de la Hollande, de tel ou tel pays. Du coup, c'est vrai qu'il a été décidé à un moment donné. Il a posé le nom du pays. Donc il y a Pathé France, il y a Pathé Netherlands qu'on croise aussi. C'est Belgique, Pathé Suisse. Et là, vous avez des homologues dans ces pays-là qui. D'accord. Ok, donc ça c'est pour donner un peu le périmètre. Et du coup, parlons de ces salles de cinéma et de la manière dont elles sont accompagnées sur les réseaux sociaux. Et ici, alors attention, parce que vous avez une galaxie de comptes sous le label Pathé France. Il y a quand même beaucoup de choses. Sur Instagram, il y a le compte Pathé France, donc 349 000 followers, bravo messieurs. Il y a aussi TikTok avec 200 000 abonnés, Facebook 270 000 abonnés, Twitter 414 000 followers, encore sur X maintenant. Autant de touchpoints avec des amateurs de cinéma, voilà. Et ici vous mettez un accent particulier sur les films, les bandes annonces, les teasers, les extraits, etc. Quelles sont vos cibles aujourd'hui sur les réseaux sociaux ? En fait, on va cibler nos spectateurs, c'est-à-dire beaucoup de monde. On a une cible qui est très très élargie. Alors c'est vrai qu'on est présent sur différents réseaux aussi pour adresser les cibles un peu différemment. On va pas parler aux mêmes personnes sur TikTok ou sur Facebook. C'est évident, je ne l'apprends en personne. Mais peux nous préciser aujourd'hui, vous avez fait un parti pris là-dessus, Facebook, de dire on a tel public sur Facebook, c'est eux qu'on veut adresser à cet endroit. On suit les tendances. Ouais. On sait que l'audience, puisque on est présent sur Facebook depuis un bon moment maintenant, et on continue d'être présent et d'investir sur cette plateforme, puisqu'elle est encore intéressante à traiter. Puis on voit qu'il y a des typologies de contenu qui marchent peut-être mieux sur Facebook qu'ailleurs. Ouais. Je pense aux bandes annonces de films français, par exemple, de comédie, où il y a vraiment un public qui apprécie particulièrement ces contenus-là. Ça réagit aussi pas mal sur les interviews, plus qu'ailleurs sur certains contenus. Donc Facebook, en l'occurrence, a son public assez particulier. Aujourd'hui, juste pour bien comprendre,
Donc, vous avez une stratégie de ciblage qui est différenciée d'une plateforme à l'autre. Alors, évidemment, on croise, vous n'êtes pas des marteaux, hein. Il y a du contenu qu'on retrouve sur différentes plateformes, mais on voit bien... contenu ne se retrouve sur deux plateformes. Non, bien sûr qu'il y a du cross-post, etc. Mais on voit bien que c'est plus complexe que ça, qu'il y a une granularité différente d'une plateforme à l'autre. Victor, pour que tu nous expliques un petit peu ça, aujourd'hui, quelle est la stratégie que vous avez plateforme par plateforme et comment vous les positionnez dans votre écosystème? En fait, on a l'écosystème Meta qui est très intéressant pour nous, puisque en fait, on va pouvoir sponsoriser nos contenus et profiter de cet écosystème partagé pour avoir des publications qui peuvent être similaires. Sur TikTok, on a une stratégie une approche qui est totalement différente, puisque on a compris qu'il fallait pas arriver sur cette plateforme avec les mêmes contenus qu'on publiait sur Facebook, Meta ou Instagram, X ou Instagram, pardon. Donc on s'est vraiment adapté au code de la plateforme avec des contenus personnifiés, avec des contenus plus dans l'actualité. Donc voilà, on a vraiment une stratégie de contenu qui est totalement différente sur cette plateforme-là. C'est la plus atypique. Oui, c'est la plus atypique. En tout cas, c'est c'était la plus récente. Ouais. C'était vraiment une création de compte pendant que j'étais là, puisque effectivement, quand je suis arrivé chez Pathé, les comptes Facebook, Instagram et Twitter à l'époque et YouTube existaient déjà. Donc, en fait, j'avais juste repris quelque chose qui existait déjà. TikTok, l'idée, c'était quand même de façonner une prise de parole spécifique à TikTok. Ouais. Tout à fait. Donc, on a. Et X, qu'est-ce qui se passe chez X je disais 414 000 personnes qui vous suivent sur X. 414 000 personnes. Alors X, c'est vrai qu'on l'a un peu mis de côté, lui, pour le coup, puisque on le traite encore sur des activations spécifiques qui sont vraiment dans l'actualité très chaude. Par exemple, quand on va faire un live sur les Oscars ou sur les Césars récemment, on va utiliser cette plateforme puisqu'elle est faite pour ça. Mais c'est vrai qu'on y accorde moins d'importance et moins d'intérêt. Oui, enfin, non, juste peut-être pour rebondir, c'est-à-dire qu'on continue de l'utiliser pour partager des informations avec notre public qui peut potentiellement être exclusivement sur cette plateforme. C'est-à-dire qu'on donne des informations sur les prochains rendez-vous de la programmation chez nous, sur les prochaines sorties, sur les prochains rendez-vous Pathé. On n'est pas forcément dans l'interaction avec notre audience là-dessus, mais on est dans le partage d'infos, de dates, de trucs vraiment clés, quoi. Ouais, je comprends. Ok. Est-ce que vous avez établi des personas cibles? Est-ce que vous êtes passé par là, par ce travail un petit peu formalisant, de dire, voilà, les gens à qui on doit s'adresser ou à qui on souhaite s'adresser, c'est un tel, un tel, un tel? Sans parler de persona vraiment très développé, en fait, on sait qu'on va adresser différents types de publics par rapport aux actualités et par rapport aux films qui sont à l'affiche, en fait, tout simplement. Parce que, comme le disait Alexis, même si nos missions peuvent être les mêmes d'une semaine à l'autre, d'un mercredi à l'autre, c'est totalement différent, puisque en fonction des films qui vont être projetés, on va avoir des prises de parole qui vont être différentes. Ah, c'est intéressant. Donc, tu es en train de me dire, Victor, que c'est l'actualité cinématographique qui fait votre persona cible? D'une certaine façon, oui. D'une certaine façon. Okay. Oui, on va vraiment s'adapter aux films et aux catégories de personnes qui vont voir ces films-là pour pouvoir adresser nos messages. Ok. Il paraît que 2024, ça a été une très belle année pour la fréquentation dans les salles de cinéma en France. La France est le seul pays au monde à avoir enregistré une augmentation de la fréquentation cinématographique en 2024 avec 181 millions d'entrées, soit plus 1 million par rapport à 2023. Voilà. Donc, good news. Oui, c'est plutôt positif. Après, c'est vrai que cette année a été assez atypique dans la forme, puisque sur tout le premier semestre, il y avait finalement assez peu de grosses sorties sur le papier. Il y avait Dune, deuxième partie, qui est sortie un an tout pile, qui a été un vrai phénomène, qui a fait plus de 4 millions d'entrées, si je dis pas de bêtises. Et après, on avait un peu peur de se dire que on n'avait pas grand monde devant nous, sauf qu'il y a eu le cas, un petit truc en plus, que personne n'a vu venir. Il y a eu le phénomène Le Comte de Monte Cristo et il y a eu le carton de Vice Versa 2. Donc on a eu 3 films, un à presque 11 millions d'entrées, le deuxième qui a 9,5 avec Monte Cristo et Vice Versa qui a plus d'1 million d'entrées, qui sont 3 énormes films. C'est-à-dire que ça faisait plus de 20-30 ans, de 30 ans, je crois que c'était 98, c'est la dernière fois où il y avait plus de 3 films qui avaient dépassé les 8 millions d'entrées la même année. Donc déjà rien que ça, c'était assez spectaculaire. Donc oui, ça a été une très belle année. Après globalement, on reste sur des chiffres qui sont encore inférieurs à la pré-pandémie, mais l'idée c'est que chaque année on va aller grappiller un peu plus d'entrées pour retourner à des niveaux stables, quoi. Et puis on n'a pas été aidé non plus par forcément le contexte américain où il y a eu cette grève des scénaristes et des acteurs qui a quand même paralysé Hollywood. Bon, du coup ça a profité au cinéma français parce que visiblement il y a eu des blockbusters français. Donc super news tout ça, mais moi j'ai quand même une question, c'est pourquoi
Pourquoi est-ce que, alors qu'on est dans une ère du divertissement, que j'en ai partout, de la vidéo, j'en ai de partout, que j'en ai partout gratos, qu'est-ce qui motive vos cibles, vos personas à se rendre dans une salle de cinéma Pathé aujourd'hui, en 2024 et en 2025? En fait, on a différents types de spectateurs identifiés. Il y a des spectateurs qui vont être très très occasionnels et qui vont peut-être avoir une sortie ciné dans l'année pour aller voir le film qu'ils ont envie d'aller voir. D'autres qui sont un peu plus récurrents, sachant qu'aussi chez Pathé, il y a un système d'abonnement avec le Cinépass, donc on a aussi des spectateurs qui peuvent venir dans nos salles très très fréquemment. Après, le pourquoi du comment, donc il y a des films où on n'explique pas un tel phénomène. Alexis parlait juste avant d'un petit truc en plus que personne ne voyait à ce niveau-là. Donc en fait, c'est un film qui a aussi marqué le public et qui a eu un bouche à oreille qui a été extraordinaire. C'est le cas aussi pour Le Comte de Monte Cristo, qui a vraiment surperformé grâce à ce bouche à oreille. Et on est aussi sur un film qui est très réussi avec un gros casting. Donc le pourquoi du comment, on parle sans cesse des spectateurs qui fuient un peu les salles. C'est pas vraiment le cas en fait. Quand il y a une offre de cinéma qui est intéressante, je pense que les gens se rendent en salle. Parce qu'on a dit, pardon. Non, en fait, il y a deux choses. D'une part, il y a en effet l'offre qui est primordiale, parce qu'on peut avoir les plus belles salles du monde. S'il n'y a pas d'offre de film en face, ces salles ne seront pas remplies. Donc on a eu de la chance en effet en 2024 d'avoir une proposition de cinéma français assez forte, et on l'a vu d'ailleurs au niveau de la part de marché film français versus films internationaux qui a bien remonté l'année précédente, notamment grâce à un petit truc en plus, Monte Cristo et j'en passe. Et puis il y a surtout l'offre de cinéma. Pour répondre à ta question, pourquoi les gens décident de sortir et d'aller en salle versus rester chez eux à regarder YouTube ou être sur une plateforme, pour nous on le voit pas du tout comme une chose concurrente, mais quelque chose d'assez complémentaire. Et donc la force de Pathé là-dedans, ça a été justement d'accompagner cette année cinéma avec des grandes salles capables d'accueillir le public dans des super conditions. Je pense aux salles premium, IMAX, Dolby Cinema, 4DX et j'en passe, et même les salles premium comme avec l'ouverture du Pathé Palace, le Pathé Parnasse à Paris, pour ne pas le citer, pour ne pas citer Paris. Mais donc voilà, il y a ce truc du confort qui fait qu'il faut trouver les bonnes idées et les bonnes façons de faire pour attirer ces spectateurs en salle. C'est quoi aujourd'hui la réitération de l'acte d'achat? On est à quelle fréquence aujourd'hui? Un Français moyen, il va combien de fois par an au ciné? C'est une très bonne question. Excellente. Moi, je vous ai dit que j'y allais 3 fois. Vous m'avez dit, c'est déjà pas mal. Non, c'est-à-dire que oui, je n'ai pas les chiffres exacts justement du nombre de fois où les spectateurs reviennent, mais c'est-à-dire que nous, on caractérise, si tu veux, les spectateurs par justement le nombre de visites dans l'année. On va avoir les très réguliers, les moins réguliers. Les très occasionnels, les grands occasionnels. Donc, tu vois, chaque personne rentre là-dedans. Si tu vas 3 fois dans l'année, je dirais pas que tu es un régulier, mais t'es pas non plus un grand occasionnel. Un occasionnel, il va venir une fois par an, peut-être pour voir un grand blockbuster. Il va voir Avatar et puis il va revenir à un moment. Quoi. Quelle est dans la motivation vers la salle de cinéma, quelle est la part du film ou de la sortie? C'est-à-dire, j'essaie de bien comprendre ce qui se passe dans les motivation points de vos personas cibles. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y va pour un film ou est-ce qu'il y va parce que c'est une sortie? Est-ce que on se dit tiens, samedi je me ferais bien un ciné et on regarde ce qu'on a vu, ou à l'inverse tiens, il y a ça. Est-ce que du coup on parle de la même manière à ces personas en fonction de leur motivation? Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait juste avant par rapport à la fréquence des spectateurs, leur fréquence de consommation de films. J'imagine, je prends un exemple sur une sortie événement comme un Star Wars, ou peut-être le dernier film de Christopher Nolan, ou peut-être vraiment un film qui va marquer l'année cinéma. Des personnes qui n'ont pas l'habitude d'aller au cinéma peuvent se rendre et aller voir le film dans les meilleures conditions. Puisque Monte Cristo, moi on a beaucoup entendu ça. Moi j'ai eu plein de potes qui m'ont dit même le film d'Artus. En plus, il y a ce truc, à partir du moment où un film devient phénomène de société, on se dit pas forcément qu'on y va pour faire une sortie ciné. Alors forcément, ça rentre forcément dans le paradigme puisque c'est la condition. Mais pour voir enfin ce truc. Mais pour voir le truc dont tout le monde parle et aimer le truc et ensuite le partager. Il y a une espèce de faire partie d'une communauté. Enfin, il y a peut-être aussi un peu de FOMO là-dedans, de se dire de rater. Mais il y a un peu des deux, quoi. Et puis à côté, j'imagine qu'il y a la dimension sortie aussi qui fait partie. D'ailleurs, ça c'est quelque chose qu'on retrouve. C'est intéressant parce que j'ai étudié de près votre prise de parole sur les plateformes et on voit bien qu'il y a Pathé France, avec une prise de parole qui est très tendue vers la proposition de valeur film. Puis aussi, il y a Pathé, les prises de parole locales, avec les salles qui, elles, ont aussi cet argument du lieu, de la sortie, qu'elles mettent davantage en avant. Donc c'est assez amusant, je trouve, de voir tout ça. Sur les réseaux sociaux, globalement, vous publiez énormément de contenu. C'est un reproche?
Non, c'est plus un point d'exclamation à la fin de ma phrase. Vous proposez énormément de contenu. C'est jusqu'à 4 fois par jour in feed sur Instagram. Moi, je trouve ça absolument monstrueux. Point d'exclamation. Comment est-ce que vous organisez votre programme éditorial, Victor? Alors, déjà, au point de vue programme, puis après, Alexis, tu nous parleras de la production de ce contenu. Plaisir. Oui, c'est vrai qu'on a, alors déjà pour revenir à ce que tu disais, on a un volume de publication qui est élevé, on en a conscience, par rapport à certaines stratégies de marque, on est un petit peu éloigné de tout ça. Après, on pourra y revenir un peu plus tard sur ce côté éditorial, mais on a vraiment voulu se positionner en tant que média cinéma et pas seulement en tant que marque. Mais justement, nos contenus éditoriaux vont dans ce sens-là, et ce qui implique aussi un volume de publication élevé, puisqu'on a beaucoup de contenus. Donc que ça soit effectivement nos contenus éditoriaux, mais aussi les contenus relatifs à la programmation, comme nos rendez-vous de programmation, à la partie retail. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut balayer sur une semaine. Et comment ça se passe sur l'élaboration de tout ça? On fait des plannings hebdomadaires. En fait, on se concerte avec Alexis et avec notre service programmation également en interne, pour un peu balayer sur la semaine les films qui seront à l'affiche, pour quel film on peut avoir des contenus associés. Et puis en fait on élabore tout ça sur la semaine, et puis Vous avez un outil qui vous permet de centraliser, on va dire, vos réflexions éditoriales? On est plutôt vieille école là-dessus, hein. On se retrouve à côté d'une feuille ou d'un ordinateur, et puis on met tout ça. Non, pas vraiment d'outils dédiés. On en parle de vive voix et on balaye tout ça assez rapidement, et puis on refait le même exercice la semaine suivante. Et j'imagine du coup votre calendrier globalement il est rythmé par les sorties, hein, c'est ça qui fait le rythme, ou par les temps forts. Là il y a eu les Césars, donc c'est un gros temps fort pour vous. Parfois aussi il y a différents festivals de cinéma sur lesquels aussi vous avez une prise de parole. Absolument. Donc j'imagine c'est ça le fil conducteur. Hein. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait nous notre quotidien, notre rythme, tout ce qu'on veut est rythmé par le mercredi et les journées et la sortie des nouveaux films à l'affiche. Donc à partir de là, tout s'articule autour de ça. Et en effet, en plus de ça, tout au long de l'année, on va avoir les grands marronniers. Donc nous, nos marronniers, c'est les cérémonies de prix avec les Césars et les Oscars qu'on vient de passer. Donc on a plutôt bien couvert sur un gros week-end. Et puis ensuite, on a tous les festivals de cinéma. On a le printemps du cinéma là, qui arrive à la fin du mois de mars. On a la fête du cinéma. Donc ça, c'est des rendez-vous de la Fédération des cinémas, qui sont des rendez-vous qui concernent l'intégralité du parc de salles français. Pas que Pathé. Et puis on a les festivals dont on est partenaire. Je pense à l'Alpe d'Huez, Festival de comédie de l'Alpe d'Huez et Festival d'animation d'Annecy, où on est partenaire média de ces deux festivals. Il y a le Festival de Cannes, bien sûr. Et puis ensuite, tous les marronniers classiques de toutes les marques qui prennent la parole sur les réseaux sociaux. Noël, Pâques, Halloween, et j'en passe, quoi. Donc là, ça vient construire, on va dire, le squelette de votre année. Au milieu de tout ça, moi, à l'évidence, on voit le positionnement marque média, hein, c'est tout à fait ça. Tout à fait, oui, média cinéma, c'est la recherche. Ouais. Comment vous arrivez au milieu de ça à laisser une place au produit, à l'offre? Est-ce que vous êtes là aussi pour faire, hein, c'est-à-dire faire en sorte que les gens aillent à un moment donné acheter des places de cinéma, et puis par ricochet peut-être de la confiserie, comme tu l'as très bien dit, etc. L'avantage, c'est que par rapport à un média cinéma traditionnel, par exemple, qui va traiter d'un film, c'est-à-dire faire une interview avec des équipes, etc. Nous, l'avantage qu'on a, et là on se démarque, c'est qu'à la fin, on a un lien de réservation. Et en fait, on renvoie toujours vers notre billetterie, puisque à chaque fois qu'on parle de film, in fine, c'est pour convaincre les gens d'aller le voir aussi, ou pour leur donner envie d'aller le voir. Donc, c'est ce petit aspect différenciant. Et je ne sais pas si tu voulais peut-être ajouter. Non, mais c'est certain que quand on a élaboré cette stratégie éditoriale-là, l'idée c'était de rendre Pathé sur les réseaux sociaux le plus proche d'un média de marque. Ce que Pathé ne faisait pas du tout avant, parce qu'on était essentiellement sur les réseaux sociaux, sur du partage de bandes annonces, sur des choses très très marketing, sur les offres Cinépass, les offres de popcorn, de confiserie et j'en passe. Et donc quand on a décidé d'ajouter ce volet média là, ça s'est traduit par toute la création d'interviews, parce qu'aujourd'hui on est en lien avec les attachés de presse, les studios et les distributeurs qui sortent les films, justement pour avoir des accès aux talents qui font les films, pour créer des interviews avec eux, et ensuite faire des modules pour nos réseaux sociaux. Même chose avec le podcast, un podcast de marque dans lequel on essaie quand même, c'est-à-dire qu'on ment jamais dans le podcast. On va jamais dire qu'un film est bien si on l'a trouvé profondément raté. On va toujours trouver des façons d'en parler sans pour autant, parce que nous, notre but, c'est que les gens aillent voir les films, et tout en se faisant leur propre avis.
On n'est pas là pour dire qu'un tel film est bien, tel film est pas bien. Si un film on l'a aimé et qu'il est fantastique, on va le crier sur tous les toits. S'il est moins bon, on va essayer d'un peu éluder le truc et parler peut-être du réalisateur, de l'acteur ou de la franchise dans lequel il s'inscrit. Mais donc voilà, il y a tout ce travail à faire. Et donc pour répondre à ta question initiale sur comment on fait pour allier ça avec avec l'offre, avec le produit, le propos marketing, c'est qu'on va essayer justement dans cette création, dans ce canal, ce tunnel de création de contenu, justement de créer des choses directement en cinéma. Donc on va faire des tournages en cinéma avec des cadreurs, on va aller justement faire la promo d'un nouveau goût de popcorn, on va aller faire ça, et puis on essaie toujours dans les interviews aussi qu'on fait par exemple avec les talents de relier ça avec la salle. On pose toujours des questions sur l'expérience de la salle de cinéma. Quand ils font des grosses tournées province, quand ils viennent présenter le film partout en France en avant-première, on leur en parle. Dans le podcast, on cite constamment les rendez-vous de la programmation qui vont arriver dans les cinémas. Oui, donc le lieu est vraiment la pierre angulaire. Exactement, en fait. exactement. Parce que y a quelque chose de vertueux pour l'industrie, on va dire, globale. Nous, on est très contents si on fait une interview sur un film et qu'à la suite de ça, la personne qui va voir l'interview va voir le film chez nous. On est absolument ravis, c'est le but. Mais si la personne, grâce à cette interview, va peut-être aller voir le film dans un autre cinéma, tant pis pour nous, mais tant mieux pour le marché. Il y a un truc un peu vertueux de se dire que on œuvre tous dans le bon sens. Donc il y a une vraie richesse de formats diffusés. Alors on peut pas passer à côté des extraits de films. Voilà, évidemment c'est un morceau, gros morceau aussi de la ligne éditoriale. Je me pose une question sur comment ça se passe, la diffusion de ces contenus-là. Est-ce que chaque film que vous diffusez dans vos salles vous fournit un pack de contenu qui est diffusable en social media? Est-ce qu'il y a un média pack, on va dire, avec des contenus? Comment ça se passe? Oui, c'est vrai qu'on reçoit du matériel. On reçoit beaucoup de matériel et on a une totale liberté là-dessus. Alors, il faut pas le déformer, il faut pas le parodier, mais on peut vraiment exploiter. Il est déjà mis au format social media? C'est déjà un 9/16e, une minute, prêt à poster? La plupart du temps, oui. Alors, surtout pour les gros studios et les studios américains qui arrivent avec des gros packages. Qui vont arriver avec beaucoup de choses déjà toutes formatées. Donc là, on peut soit piocher dedans ou soit aussi, si on n'est pas totalement, si on veut quelque chose qui est un peu plus à notre sauce, reprendre l'existant et en faire quelque chose de transformé et qui va ressembler un peu plus à ce qu'on a l'habitude de faire. D'accord. Donc là, il y a une éditorialisation, on va dire, de ces extraits-là qui sont... C'est-à-dire que nous, on récupère rarement tel quel ce qu'on nous donne à ce niveau-là. Ce qu'on va récupérer tel quel, par contre, c'est les bandes annonces, parce que ça, on n'y touche pas. On les repackage pas avec un logo pâté, une date de sortie. Éventuellement, ce qu'on peut faire sur les réseaux sociaux, c'est ajouter une vignette. C'est la seule plus-value qu'on va avoir. Max, Mais bravo, très belle vignette. D'ailleurs, Torquil le fait, c'est magnifique. Merci. Sur Instagram, TikTok et YouTube et partout ailleurs d'ailleurs. Mais sinon, tout le reste, en effet, on va utiliser ces ressources-là parce que c'est des fichiers 4K, c'est des extraits, etc. Et on va les repackager pour nous, illustrer une interview, illustrer un extrait du podcast, un teaser du podcast, les sorties de la semaine, les sorties du mois, etc., etc. J'ai pu constater aussi qu'avec certains extraits de films que vous diffusiez, qui devenaient des trends. Et ça, c'est quand même... voilà, par exemple, un exemple avec le Comte de Monte Cristo, évidemment, qui a beaucoup circulé sur les plateformes, et notamment sur TikTok, où il y a un de vos extraits, je suis allé voir le petit bande-son, parce qu'à chaque fois que vous publiez un extrait issu d'un film, ça génère un petit fichier son. Ce fichier son, vous savez, peut être réintégré dans d'autres vidéos pour faire du doublage, et tous les gens se marrent un peu avec ça, pour faire de l'UGC, on va dire. Là, donc, des vidéos qui ont été reprises plusieurs centaines de fois par des créateurs. L'édit sur Monte Cristo. Exactement. Alors ça, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est Mathilde Berda, qui est notre ancienne alternante communication, qui nous a quittés il y a peu de temps, qui avait eu la très bonne idée de faire ce contenu et qui a en effet cartonné sur TikTok et ailleurs. Donc on est très contents. Et en effet, quand on a vu ça, on était hyper content de voir que ça prenait une ampleur assez folle et qu'en effet derrière, tout le monde reprenait le truc. Donc voilà. Mais c'est vrai que dans cette stratégie d'extrait, il y a aussi tout un volet dont on n'a pas parlé, parce qu'on a parlé de Pathé Film et Pathé Cinéma, mais il y a Pathé Home, qui est notre plateforme de VOD, donc de location à l'achat, donc pas de SVOD comme un Netflix, Disney+, et j'en passe. Et toute cette stratégie d'extrait pour des films de patrimoine, donc Les Bons et Fonds du Ski, et la saga des Tuches, etc., c'est pour accompagner, soit sur d'actu très froide, pour faire la promotion justement des films sur Pathé Home, pour dire si vous voulez voir le film en entier, rendez-vous sur Pathé Home et louez-le. Ou alors, si c'est pour les Tuches, c'est ça d'une part, et puis aussi, regardez, allez voir le 5e film qui est à l'affiche en ce moment. Ouais, ça c'est vraiment marrant, parce que là tu parles des films de la maison, mais il y a aussi d'autres films ces dernières années qui ont vraiment explosé, notamment grâce à TikTok. Je pense à Barbie, Wonka, Oppenheimer, etc. Justement autour de ces trends audio. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et du coup, je me pose la question de savoir si aujourd'hui, quand on fait la promo d'un film
film, eh bien, est-ce qu'on anticipe dès le départ cette possible viralité de l'audio sur TikTok? Et du coup, est-ce que je choisis habilement mes extraits parce que là, l'audio est super catchy, plus que l'image. L'audio va vraiment circuler, va pouvoir devenir une trend. Alors, au-delà de l'audio, c'est vrai qu'il y a des films qu'on identifie assez... Des films plus TikTok que d'autres. Ouais, c'est ça. On les identifie assez fort sur la plateforme, de par leur casting, de par ce que ça raconte. L'amour ouf, tu avais vu venir ça, par exemple, le succès de... L'amour ouf, on l'avait peut-être un peu plus identifié, mais par exemple, il y avait aussi ce film avec Jean-Paul Rouve, dont j'ai oublié le nom. Ah, c'est terrible. Pas l'enlèvement. C'est pas l'enlèvement, mais ça Attachant. ressemble. Non, Bref, c'est pas l'intégration. il y avait vraiment, on avait Bien elle l'apostrophe. Oui, Et il y a c'est la seule info, c'est la seule info qu'on Voilà, a. la régie va nous trouver Je ça. vais tricher. Regardez, hop. Et qui avait fait une première semaine assez classique et qui, pour le nombre vraiment le nombre avait explosé grâce à TikTok. Et voilà, ça m'embête de plus retrouver ce. Non, mais je vais le retrouver instantanément, ça va être. Et voilà, donc alors pour l'audience spécifiquement, peut-être un peu moins. Le consentement. Le consentement. Ouais. Pas du tout l'apostrophe, du coup. Ouais. Terrible. Aïe, aïe, aïe. Sur les réseaux sociaux, vous produisez aussi beaucoup de contenu vidéo avec des interviews d'acteurs ou de réalisateurs. Vous étiez par exemple, tu l'as dit tout à l'heure, présent au Festival de la Peu d'Huez, donc en tant que média. Oui. Partenaire média. En tant que partenaire média, ou encore au César, sur le tapis rouge. Le format, il est très micro-trottoir, c'est assez cool. Vous avez le micro jaune pâté, vous allez, on va dire, voler des réponses. Sur la TV Line, sur le tapis rouge. Exactement. Qu'est-ce qui se charge de ce contenu? Comment c'est produit chez vous? Alors, ça, c'est moi qui m'en occupe de toute cette partie-là. Dès que ça concerne les rencontres avec les talents, en général, c'est moi. Alors, je suis aussi accompagné d'une équipe de journalistes freelance qui sont les journalistes du podcast. Donc, Robin, Lisa et Gaël, pour ne pas les citer, qui travaillent avec nous. Ils ne sont pas des employés du groupe Pathé, mais qui sont des journalistes freelance à qui on fait appel à chaque podcast. Et donc, par la force des choses aussi, on les sollicite parfois sur la création d'articles sur le site internet, puisqu'on a un gros volet SEO qui fonctionne très, très bien et qu'on accompagne de plus en plus. Pour les interviews comme celle-ci, mais en l'occurrence sur les Césars et sur l'Alpe d'Huez, c'est moi qui m'en ai occupé, avec Robin et Lisa d'ailleurs sur l'Alpe d'Huez cette année. Ça, c'est un kiff, ça. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est rigolo d'arriver comme ça à l'Olympia et avec tout un protocole qui est quand même assez chargé, la tenue de soirée exigée, le tapis rouge, on attend 1 heure et puis d'un seul coup il y a tout le cinéma français qui débarque devant ton micro, ouais, c'est rigolo. Comment ça se bosse, ça? Parce que je les ai vus, ces contenus, je les trouve super catchy. Ouais. Je les trouve bien amenés, vraiment, il y a un truc. Alors évidemment, en face, bon, t'as des bêtes de communication, donc j'imagine qu'ils ne sont pas acteurs pour rien ou actrices pour rien. Mais on sent que c'est évidemment, les questions sont anglais pour faire du bon contenu sur les réseaux sociaux. J'aimerais bien que tu nous racontes comment travaille cette écriture, cette subtilité-là. C'est vrai qu'on doit poser des questions différentes à chaque fois en fonction du contenu qu'on a envie de faire. Typiquement, sur des contenus qui sont très montés, je pense aux interviews de films dites classiques, où il y a beaucoup de montage. Interview promo, quoi. Interview promo. Là, on va poser des questions sur le film, sur la relation entre les acteurs, sur pourquoi ils ont accepté tel truc, etc. Sur la relation à la salle de cinéma, comme je disais tout à l'heure. Et ensuite, c'est très monté. Après, pour le podcast, comme ici, là, celui qu'on est en train de faire, il n'y a pas de montage. Donc l'interview qu'on va faire, elle commence à un moment, elle finit à un autre moment, et logiquement, sauf les petites erreurs, les tout sautements, etc., on monte rien. Donc ça, on pose des questions vraiment sur le film, sur tout ce que je viens de te dire. Sur les contenus plus chauds, comme celui des tapis rouges, pour se remettre un peu dans le contexte des Césars, la cérémonie commence à 20h45, nous on arrive à 18h30, on arrive à 17h pour un début de tapis rouge à 18h30 avec les talents qui arrivent. Je crois que j'ai dû faire 16 interviews, 15 interviews. En fait, on est tellement sur un contenu chaud que si on veut les publier avant que la cérémonie ne commence pour ensuite prendre le relais avec les annonces que Victor faisait en mode tel film à tel prix, il faut qu'on pose des questions très rapides, très incisives, où il n'y aura pas de montage. Donc en fait, moi, je faisais l'interview, je faisais 2 questions, la vidéo durait 1 minute 30, 1 minute, j'envoyais ça à Victor et j'enchaînais directement sur la deuxième. Ah ouais. Donc là, vous êtes en quasi live. Hein, on est quasiment sur du direct. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'après, si on veut prendre du retard, on peut. Mais est-ce qu'on a envie de publier la cérémonie César le vendredi soir? Est-ce qu'on a envie de continuer à publier du tapis rouge pré-cérémonie le samedi, dimanche, lundi, mardi? On perd un peu en fraîcheur. Donc, en effet, on articule les questions de manière très directe sur le plaisir d'être là ce soir à la cérémonie, qu'est-ce que ça représente, l'année cinéma, faire un espèce de petit bilan, qu'est-ce que ça a représenté pour toi, les performances qui t'ont le plus marqué et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter. Mais c'est vrai que du coup, on a croisé des gens
des gens fantastiques à notre micro et on est très content de l'avoir fait, quoi. Sachant qu'en plus, tu as vraiment 1 minute avec eux. Oui, c'est ça. Maximum. Il faut dire, c'est qu'en ça va général, très vite. on se parle et puis d'un seul coup, il y a l'attaché de presse qui tapote sur l'épaule pour dire bon, bah merci, il faut qu'on passe aux médias suivants. C'est-à-dire qu'il faut suivre une trentaine de médias français et internationaux derrière sur la longue entrée de l'Olympia et qui forcément. Donc, il faut que tu aies plein de petits angles prêts à dégainer. Voilà. Donc là, si je comprends bien, Alexis, toi, dans ce cas-là, vraiment, vous êtes en dispositif média, pur et dur. Tu es avec ton micro, tu as tes petites catchs au fond de la poche prêts à les dégainer. Tu chopes qui passe. D'ailleurs, c'est marrant, il n'y a pas que des personnalités cinéma. J'ai vu Grimm, par exemple, des personnalités du monde du streaming, du monde des réseaux sociaux aussi. Donc, pour toi, j'imagine, globalement, pour Pathé, c'est aussi une opportunité de positionner la marque à certains endroits. Ouais. Bien sûr, parce qu'en fait, déjà, il y a un côté très pratique, très honnêtement, c'est-à-dire que c'est les premiers arrivés sur le tapis rouge. Donc, si on a envie de commencer la prise de parole le plus tôt possible dans la soirée, on se dit, autant les faire avec eux, autant ne pas. Ça serait dommage, surtout qu'on les voit faire des interviews à des micros. Donc oui, quand on voit Magla, on a envie de lui parler de cinéma parce qu'elle s'arrête à des micros et on l'entend un petit peu parler des films qu'elle a vus. Donc, on se dit qu'il y a un point de vue, il y a un truc intéressant. Donc on le fait. Ouais. Donc toi, tu es sur le front et toi, Victor, tu es en back-office, on va dire, et tu gères la diffusion, tout ça. Je suis pas en costume, je suis plutôt dans mon canapé chez moi. En pyjama. Non, mais oui, effectivement, j'étais à Lyon, donc on avait préparé, que ce soit pour les Oscars et pour les Césars, donc tout un dispositif live, donc sur X et sur Instagram, avec des stories et des contenus fixes de réaction en fait au prix qui étaient décernés tout au long de la soirée. Donc pour cette première partie de soirée avec Alexis, effectivement, comme il expliquait, il m'envoyait les contenus du tapis rouge et je les publiais quasi instantanément. Effectivement, le but c'était de le faire tout de suite pour que dès qu'il y avait le début de la cérémonie, on enchaîne sur les autres typologies de contenu. Et puis après, voilà, c'était suivre la cérémonie de A à Z avec les visuels qui étaient déjà préparés pour chaque catégorie et puis de réagir en live sur le moment, donc en stories et sur X, et puis après faire des petits carousels Instagram récapitulatifs, qui marquent à 1h du matin. À 1h du matin, qui marquent. Une fois que j'étais rentré chez moi, un petit Photoshop. Et bonne soirée, ça. Bonne soirée dans le jus, on appelle ça. Ouais, non, mais c'est sympa. Ouais. Alors, je précise que je n'ai pas fait le tapis rouge des Oscars. Parce que je n'ai pas fait comme Léna Situation à faire César et les Oscars. T'es pas parti à Los Angeles. L'année prochaine. L'année prochaine. Alors sur TikTok, vous avez aussi un format vidéo avec des incarnants de chez vous, parce que finalement, Alexis, on ne voit pas. Non. On voit ta main, mais on ne voit pas. On entend ma voix. Mais... Là où sur TikTok, à l'inverse, il y a des gens qui incarnent Pathé, en tout cas qui parlent face caméra, un peu en mode chroniqueur. Absolument. Et qui pitchent des films face caméra. Ils viennent d'où ces profils ? Alors, sur TikTok, on travaille avec une agence qui s'appelle Slick, donc qui est une agence spécialisée TikTok et qui nous accompagne depuis le lancement du compte ou un tout petit peu après, du coup qui travaille avec nous, qui nous propose les contenus qu'on peut voir sur le compte et qui nous propose aussi également les personnes qui vont incarner ces contenus-là. C'était challenge en fait quand on voulait se lancer sur TikTok, c'est qu'on ne voulait pas qu'il y ait une seule personne qui représente la marque. On voulait Pathé. pas d'ambassadeur Pathé. On aurait pu avoir Alexis, qui logiquement s'occupe du podcast, donc qui aurait pu incarner ces contenus, notamment quand on parle cinéma, parce qu'il est plutôt bien placé pour le faire. Je t'en prie. Et du coup, qu'est-ce qui vous ennuyait, juste pour bien comprendre, ça faisait trop de dépendance de la marque sur une tête. On n'avait pas envie de donner un visage à Pathé. Pas un seul, en tout cas. Pas un seul. D'où l'espèce de variété qu'on a, puisqu'on est fait avec Slick. Il y a un renouvellement des visages des acteurs qui incarnent au final ces contenus. Donc là, que je comprenne bien, vous avez cette agence qui en fait caste pour vous, de créateurs et des créatrices de contenu. Ils ne font même pas que caster, c'est-à-dire qu'ils castent et ils tournent, et ils écrivent, et sous ce contrôle créatif, c'est-à-dire qu'on fait un point mensuel dans lequel ils nous présentent des idées, on dit oui, non, on amende, etc. Et ensuite, il y a cette production de contenu et cette publication qui se fait. Et tout ça, c'est de consort avec les contenus que nous, on continue de publier sur les réseaux sociaux de Pathé. Donc là, en l'occurrence, les Césars, dont on a parlé, les extraits de films, parfois des interviews quand on se dit que c'est vraiment affinitaire sur la plateforme, etc. Là, vous leur passez des commandes avec un brief, ou alors vous leur dites, tiens, on aimerait parler de tel truc, plutôt dans cet angle, et c'est ça. Après, ils se débrouillent. En fait, on leur donne un brief avec les actus du mois, les films qu'on veut traiter, les sujets qu'on veut aborder, et après, ils reviennent vers nous, en fait, avec des propositions de contenu, et là, une trame...
Et on perd pas le fil avec la salle de cinéma. C'est assez amusant parce que j'ai vu ça aussi, que cette création-là, que j'imaginais bien externaliser, malgré tout, ils vont tourner dans les oui, les c'est salles. l'idée. C'est l'idée, parce que s'ils tournaient sur un fond vert tout le temps, au bout d'un moment, on perd un peu le fil avec nos salles. Et c'est vrai qu'ils font régulièrement des tournages dans différents cinémas un peu partout en France pour justement montrer la pluralité des lieux qu'on a chez Pathé. Bon, il y a ça, donc il y a aussi, on l'a dit, les vidéos promo avec donc les artistes, réalisateurs, metteurs en scène et tout qui viennent répondre aux questions. Ça, c'est toi, Alexis, qui anime ces séquences-là. Donc là, je dirais que c'est un format plus attendu qu'on connaît déjà. Oui, on n'a pas inventé. C'est la chambre d'hôtel ou c'est à tour de rôle. Il y a le kakimono derrière du junket. Soit on vient avec notre matériel, soit le matériel est déjà là et on repart avec une petite carte SD ou un petit lien. Les timings sont militaires. Plus le film est important, on va dire, et en général, plus le budget du film est gros, plus c'est militaire. Est-ce qu'il vaut mieux être dans les premiers ou dans les derniers? Parce que j'ai l'impression que dans les derniers, tu peux te retrouver avec des fous rires, c'est rigolo, mais il n'y a pas beaucoup de fond. Oui, surtout avec des gens fatigués qui ont répondu 20 fois aux mêmes questions. Donc peut-être après le déjeuner que c'est. En général, c'est la deuxième ou troisième après le déjeuner en pleine digestion que c'est compliqué. Est-ce que moi j'ai une question pour toi, Alexis? Pourquoi ça continue à se faire comme ça? Pourquoi finalement les éditeurs, les distributeurs se disent pas plutôt, écoutez, vous allez tous poser les mêmes questions, donc ce qu'on va faire, c'est on va le faire une fois, puis on va donner les rushs à tout le monde, vous montrez comme vous voudrez bien, vous choisissez dedans. Parce que je pense que justement enfin, en tout cas, depuis quelques années, il y a une vraie volonté de conceptualiser les rencontres avec les talents. Nous, c'est quelque chose qu'on a commencé à mettre en place et réfléchir parce que depuis le début, on fait des interviews globalement assez classiques avec les talents, mais depuis la fin 2024, on a commencé à développer des petits modules pour justement un peu varier le truc. Alors pourquoi ils continuent à faire ça? Parce que je pense que déjà chaque média veut sa propre prise de parole et veut son propre contenu à lui. Il y a un truc à mon avis très égocentrique au final et logique d'une certaine façon parce qu'on dit qu'on est propriétaire du contenu et que personne d'autre n'aura cette petite phrase. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi ce truc où l'idée c'est de challenger les différents médias, les différents journalistes. Alors je suis pas journaliste, mais le fait est que pour faire ça, je mets un peu cette casquette-là. Chacun doit venir avec ses propres questions, avoir un angle un peu original. Et je crois qu'en France, globalement, moi, de ce que j'entends des talents, surtout internationaux, avec qui on peut discuter très rapidement avant ou après que ça se fasse, c'est qu'en général, les questions sont assez intéressantes en France. Il y a du fond, il y a un vrai truc sur le film et sur l'expérience de tournage, etc., sur le rapport au personnage, qui fait que ça leur fait plaisir, quoi. Victor, comment est-ce que vous gérez en interne le déploiement sur ces différentes plateformes de tout ce contenu? C'est quoi le truc? Est-ce que vous avez un outil de social media management? Puisque c'est toi qui gères le publishing de tout ça. Et il y en a vraiment beaucoup. Le volume, il est impressionnant. Oui, on a un outil. On a un outil qui s'appelle Sprinkler, puisqu'il faut savoir qu'au-delà des comptes Pathé France, j'ai aussi la main sur les comptes locaux. Des cinémas. Alors, je vais peut-être faire une petite parenthèse pour expliquer un peu le j'ai des questions là-dessus. Je veux bien que tu m'expliques. Ok. Eh bien, chaque cinéma a un compte Facebook et Instagram. Quasi tous ont ces deux comptes-là. Et l'idée, c'est que dans les cinémas, il n'y a pas toujours une personne qui peut s'occuper de la gestion des réseaux sociaux, qui a le temps ou les compétences et les qualifications pour le faire. Donc, ça a été aussi un sujet que j'avais repris en main lors de mon arrivée, c'est que on a centralisé en fait toutes les pages locales dans cet outil et j'y instaure en fait un rythme de publication, c'est-à-dire que des publications que je vais publier, une petite redondance, mais de manière dans la part 2 sur les comptes nationaux vont aussi se retrouver sur les pages. Donc ça c'est la partie méta, ça c'est ce que Meta permet aujourd'hui de faire ou c'est Sprinkler qui te permet de réallouer? Sprinkler me permet effectivement, enfin ce qui est pratique avec Sprinkler, c'est que en fait tous mes comptes sociaux sont au même endroit, sont centralisés dans le même outil. J'ai pas besoin d'aller programmer quelque chose via Twitter, via TikTok, etc. Enfin ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui n'était pas le cas avant. Mais là juste pour me donner un ordre d'idée, tu publies combien de fois par jour, toutes plateformes confondues, toute page confondue? C'est énorme. C'est compliqué à déceler, mais en fait, je vais avoir aussi une feuille de sortie sur les films à l'affiche dans les salles, avec vraiment le listing de tel cinéma diffuse tel film. Et par exemple, si je dis une bêtise, si on va avoir une interview sur le compte de Monte Cristo, je vais prendre toutes les salles qui diffusent ce film et je vais publier le contenu sur tous ces comptes. Ouais, donc tu es obligé de suivre aussi l'actualité locale des salles pour publier au bon moment. Là, en fait, toi, ton job, Victor, il implique d'avoir une minutie et une précision exemplaire. On essaye, c'est pas toujours le cas. On essaye effectivement de s'adapter. Alors, dans l'idée, moi, ce que je fais pour les pages locales, c'est surtout leur
leur enlever un petit peu de travail et d'avoir quand même une présence pour ceux qui n'ont pas forcément, comme je le disais, une personne qui peut être active dessus. Oui, il y a un community manager par cinéma, quoi. C'est ça. Donc, il y a aussi des cinémas qui ont des personnes qui sont beaucoup plus impétentes et du coup, qui vont avoir plus de liberté. Mais en fait, nous, on est là en support pour leur programmer des contenus, pour leur livrer du matériel, pour leur faciliter un peu la vie au quotidien, quoi. Donc, toi, ton rapport avec les salles et les gens qui sont sur place, est-ce que tu leur a mis à disposition des do's et des don'ts sur ce qu'ils peuvent publier? Est-ce que là-dessus, tu leur fournis de la littérature, on va dire? Est-ce que tu es un peu le garant de quand même de ce qu'ils publient? Oui, je reste le garant de ce qu'ils publient. Alors, l'idée, c'est pas trop les brider pour ceux qui ont justement des personnes qui sont capables de faire ça, mais de leur donner des billes, quoi. Enfin, de leur donner quelques règles, le mot est peut-être un peu dur, mais en tout cas quelques douzaines d'ondes, comme tu disais. Et puis. J'ai vu qu'il y avait des salles, ils étaient chauds. Hein. Toulouse. Ah bah Toulouse, Toulouse, qu'est-ce qui se passe là-bas? Le plus gros compte 107 000 followers sur le compte Instagram de Pathé Toulouse. Ouais. Qu'est-ce qu'ils veulent ta gâche là? J'ai l'impression, Victor, méfie-toi. Ils viennent me chercher, ils veulent me déloger. Sur le compte national. Qu'est-ce qui leur arrive à Toulouse? C'est quoi? En fait, c'est l'énergie des personnes sur place qui crée ça? Ouais, c'est ça. En fait, Toulouse, il y a du monde sur place qui a compris comment ça fonctionnait et qui met vraiment de l'investissement à produire des contenus sur le compte. Donc, je sais qu'ils ont notamment beaucoup décollé avec les Reels et les extraits de films. Et voilà, non, en fait, ils ont compris comment ça fonctionnait et c'est chouette parce que c'est le cas. Donc voilà, on n'a pas malheureusement la possibilité, le luxe d'avoir des personnes comme ça dans toutes les salles. Donc, c'est là aussi, moi, que j'interviens pour pouvoir justement les aider. Mais... Comment tu gères le duplicate content avec tous ces comptes et toutes ces présences de marques en multi-comptes comme ça? Parce que effectivement, là, tu parles de Toulouse qui utilise des reels avec des bandes annonces et tout. Ce que vous faites aussi sur le compte principal. Moi, je suis j'écoute avec beaucoup d'attention ce que nous dit Adam Mosseri, qui est donc le patron d'Instagram, qui nous dit: je ne veux pas de duplicate content, n'en faites pas, etc. Est-ce que ça, c'est une préoccupation que tu as, Victor? C'est vrai qu'on essaie de suivre les recommandations et les guidelines, etc. Alors, on peut pas toujours être à 100% là-dessus. Sachant que sur Instagram en particulier, moi, j'interviens pas sur le local en Instagram. J'interviens que sur les pages Facebook. Ouais. Instagram, on leur donne des contenus, s'ils veulent les exploiter ou pas. Et ils en font ce qu'ils veulent. Et vous acceptez que du coup, éventuellement, il y a du duplicate à son endroit? On accepte, oui, mais il y a des contenus qu'on garde propriétaires, quoi. Enfin, notamment, par exemple, je vais prendre l'exemple typique d'une interview on va la publier sur toutes les pages Facebook, mais on va la garder que pour nous sur Instagram et on va pas forcément la partager. Parce qu'on veut aussi, effectivement, que tout ne soit pas calqué à 100%. On garde un socle solide pour les pages en local pour qu'ils puissent avoir vraiment des contenus, et pour le reste on essaie quand même de faire un tout petit peu de différenciation, même si parfois c'est un peu compliqué de le faire. Alors, dans l'industrie du cinéma, on dit que le bouche à oreille, ça a toujours été un levier extrêmement puissant pour faire venir les gens en salle, pour la réussite d'un film. Sauf qu'en 2025, ce bouche à oreille, il est amplifié par les réseaux sociaux. Ça se passe pas que à la machine à café et dans la cour de récré, ça se passe aussi sur les réseaux sociaux. Et du coup, je trouve que c'est impossible là de parler en 2025 de marketing cinéma sans parler vraiment du succès de Enfant Phare, qui pour moi était vraiment un cas d'école à cet endroit-là. Bon, pour resituer, film français qui a fait un énorme carton, je crois qu'on parle de 2,5 millions d'entrées. Vous l'aviez vu venir celui-ci? Venir, c'est très compliqué de voir venir le succès, surtout de films où on n'a pas vraiment de comparable, parce qu'il y a un casting fantastique, Benjamin Laverne, Pierre Lotin, pour ne pas les citer, dans Enfant Phare, mais c'est vrai qu'on ne s'attend pas à ce qu'il y ait ça. Mais c'est le même phénomène avec un petit truc en plus, à une échelle différente. On peut prévoir quand un film va fonctionner, parce que c'est un film de franchise, donc on peut imaginer qu'il va faire entre tant et tant de millions d'entrées. Mais c'est vrai que les films qui sortent un peu de nulle part, des créations originales, des propositions originales, c'est ça qui est beau, quoi. C'est l'aspect surprise. Donc nous, quand on fait une interview sur le film, parce qu'on a aimé, parce qu'on a adoré le film, parce qu'on a envie de rencontrer l'équipe, et qu'on fait Benjamin Laverne dans le podcast, et qu'on voit que le truc explose, on se dit super, on a été là un peu pour les accompagner le début. C'est pas du tout nous qui sommes responsables du succès, mais il y a un truc on l'a pas raté, quoi. Parce
parce que ce film, il a vraiment bénéficié d'un énorme bouche à oreille. Bouche à oreille qui a été quand même entretenu, parce qu'il y a eu une belle stratégie marketing derrière, auquel Pathé France a contribué largement, avec notamment, je pense, à cette histoire autour des fanfares. J'aime beaucoup ce délire. J'aimerais que vous m'expliquiez comment les choses se sont faites. En gros, il y a eu une semaine spéciale de bouche à oreille, d'avant-première, pardon. Voilà, j'y viens. Avant-première, où donc des fanfares, des harmonies locales, on va dire, sont venus faire ouverture de ces avant-premières. Je trouve ça assez amusant comme dispositif, et donc qui intègre dans les salles de l'IRL, événementialise ce moment-là. C'est qui a eu l'idée? C'est vous? C'est le distributeur? C'est vraiment je crois que c'est vraiment le travail du distributeur d'animer en fait sa tournée province. Comme je disais tout à l'heure, une tournée province, c'est tout est dans le titre, une tournée qui va se faire en province pour accompagner le film. Je crois qu'on dit en région. Excuse-moi, Alexis, je suis obligé. Oui, là, t'es à Lyon, tu peux pas dire ça. Oui, c'est le côté parisien qui reprend le dessus. C'est le terme. J'aime habiter à Paris, que la précision soit faite, avec tout le respect pour compatriotes parisiens. Non, mais enfin, en tout cas, voilà, ce travail-là, il est fait par le distributeur pour événementialiser ces avant-premières-là. Donc, en fait, l'équipe du film va accompagner justement le long métrage un peu partout en France, dans tout un tas de cinémas, des cinémas Pathé comme des cinémas d'autres réseaux et des cinémas, on va dire, qui ne font pas partie de grands réseaux de salles, bref. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, le distributeur avait fait le choix de faire venir tout un tas de fanfares pour accompagner le truc. Et c'est vrai que... Super alibi de bouche-oreille, ça. Ah, mais c'est ça, super, parce que déjà, le film est super. Si en plus l'équipe est présente, en général, forcément, le bouche-oreille, il est bon derrière. Surtout quand le film est bon et que les talents sont super. C'était le cas sur un fanfare. Et quand en plus de ça, il y a la fanfare qui débarque, il y a une espèce de truc, forcément, on prend en photo, on raconte ça, c'est ça, qui est hyper viral. Et donc voilà, chaque distributeur fait un peu ce travail, justement, pour aller chercher... la meilleure événementialisation possible de ces films. Là, bientôt, il y a Les Bodins partent en vrille, donc un nouveau film des Bodins qui sort au cinéma. On a pu voir dans certaines dates un peu partout en France que le duo d'acteurs s'est amusé parfois à aller en cinéma déguisé en personnage. C'est-à-dire que d'un seul coup, les spectateurs sont dans la salle et au lieu de voir simplement, entre guillemets, le duo de comédiens, ce qui est déjà assez événementiel, ils les voient débarquer en costume. Donc là, il y a une espèce de truc qui fait que ça crée un espèce d'événement. Comment est-ce que ça fait partie aussi de vos missions, Pathé, d'engager les communautés autour d'un film? Parce qu'il y a le distributeur, effectivement, a son rôle à jouer, mais vous avez aussi velléité à faire venir du monde. Et du coup, comment on s'y prend pour transformer des spectateurs en ambassadeurs d'un film? On a lancé, il y a un petit moment déjà, en début 2024, je crois, toute une série de contenus d'interaction sur Instagram qui avait un peu cet objectif-là. Justement d'aller via des carousels qui marchent même parfois mieux que les formats vidéo et d'aller chercher de l'interaction avec les spectateurs en créant le débat en disant et vous qu'est-ce que vous avez pensé du film, je t'aurais fait mal, on raconte une anecdote sur le film en plusieurs slides et la slide se termine par et vous qu'est-ce que vous avez pensé de tel film, et on voit que ça génère une quantité de commentaires quand même assez impressionnante et du coup il y a l'échange qui se crée, nous même parfois on peut rebondir sur des commentaires justement pour être dans l'interaction un peu plus poussée, et c'est vrai qu'on voit que là, il y a des ambassadeurs du film qui se créent, même sous certaines bandes annonces, des gens qui disent moi j'ai adoré tel film, d'autres disent moi je l'ai pas aimé, et il y a des conversations qui s'engagent. Et du coup, on est content de se dire qu'on lance un peu le débat, quoi. Ouais, et puis c'est vrai qu'on a sur différents formats, on a essayé de mettre le spectateur un petit peu au cœur de notre communication. Je pense notamment aux Oscars et César où on avait fait des stories pronostics où du coup on publiait les pronostics de notre communauté. Il y a quelque chose qu'on faisait un petit moment mais qu'on arrêtait de faire qui était la question du spectateur où avant un junket, donc une interview qui était réalisée par Alexis, on proposait à notre communauté de poser une question à l'équipe du film qu'on rencontrait, et donc voilà, après avec quelques visuels chartés, à la fin on en faisait une vidéo et c'était cette personne-là qui était mise en avant. Donc voilà, on essaye effectivement par moment et avec certaines typologies de contenu de se rapprocher au maximum de nos spectateurs et de pas juste être un diffuseur de contenu mais de créer vraiment d'interaction avec eux, quoi. Et puis pareil, on n'a pas encore trop parlé, mais le podcast qu'on anime donc chez Pathé qui s'appelle Séance Tenante, on organise plusieurs fois dans l'année des séances en public du podcast. Là, la prochaine aura lieu le 25 mars à Paris. Elle est complète, donc on est hyper content. Pour l'instant, on a un fiche complet à chaque fois. Je touche du bois. C'est du bois, c'est la table. C'est du bois, ouais. Un glow, mais... oui, ça compte. Et ce que je veux dire par là, c'est que dans cette séance-là, donc l'idée, c'est une avant-première d'un film, et on enregistre dans la foulée le podcast en compagnie du public et en faisant venir l'équipe du film que les gens viennent de voir.
Nous, on a construit ce truc-là en se disant, mais en fait, on peut pas le faire sans avoir des questions du public. Donc, en fait, la mécanique est assez simple. La moitié de l'entretien du podcast, c'est une discussion entre l'équipe du podcast, donc Robin, Gaël, Lisa et moi, avec l'équipe du film. Et donc, comme dans un épisode classique au final. Et la deuxième moitié, on passe le micro aux spectateurs justement pour avoir cette interaction qu'on garde totalement dans l'épisode qui est publié. Donc, vous avez velléité à intégrer le spectateur Ouais, au cœur de vos contenus. Est-ce qu'il y a aussi des stratégies que vous avez mis en œuvre pour utiliser le lieu? Parce que vous avez la chance en tant que média, ce qui est finalement rare. Hein. Allociné, ils n'ont pas ça. Hein. Non. Vous avez des 70 salles en France là, donc il peut se passer des choses à cet endroit-là et notamment de l'UGC. Qu'est-ce qui se passe dans les salles pour générer l'UGC, parce que c'est ce qu'il y a quand même de génial, c'est qu'une fois que je suis dans ma salle, je rentre, avant de rentrer dans la salle, j'ai mon téléphone allumé potentiellement, et quand j'en sors, je peux aussi raconter ce que j'ai vécu, ce moment. Est-ce qu'il y a des choses qui existent physiquement dans les salles pour générer du contenu Instagram, pour rendre Instagrammable la salle de ciné? Il y a le Wi-Fi. C'est une réponse très terre à terre. J'ai pas mieux là. Alors dans la. C'est une question un peu orientée parce que je sais qu'il n'y a pas tant de choses que ça, et ça m'étonne parce que justement je trouve que l'instagrammabilité des lieux de vente c'est un énorme sujet. Mais vous c'est un lieu de sortie, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Alors la salle de cinéma à proprement parler, à part vraiment les salles récentes qui sont premium et qui sont vraiment très très jolies, non. Mais je pense davantage au lieu. Au cinéma en tant que tel, je pense au Pathé Palace qui est récent, qui est vraiment un lieu instagrammable pour le coup. Je pense à nos différentes un petit peu sous Cursal, à savoir la demande cinéma, le couloir immersif en entrée de salle. Il y a le couloir immersif, il y a aussi tout ce qui est Pathé Café, Pathé Games, donc Pathé Café du coup qui est un peu notre marque de food et boissons qui se développe de plus en plus dans nos cinémas. Pathé Games qui sont nos salles d'arcade qui ont vraiment leur propre identité visuelle. Là on est sur des lieux instagrammables, la salle en tant que telle un peu moins, pas vraiment sur comme Alexis le disait, sur les salles premium qui sont tout un peu impressionnantes parce que effectivement la salle Dolby a son charme, la salle IMAX aussi, quand on a un écran qui est majestueux, effectivement c'est tout de suite. Et on en parle de ces fauteuils allongés là. Ouais, ça c'est la salle. J'ai jamais fait ça a l'air bien. C'est extraordinaire. Vèze. Ouais. Si jamais la salle Dolby de Vèze, ouais. Là, ça donne envie de se prendre en photo, tu vois, juste de raconter cette expérience-là à ses potes. Ouais. Rapidement, YouTube. Bon, vous êtes aussi présent sur YouTube. @Pathé France, 226 000 abonnés sur le compte YouTube. Il y a 3 gros piliers de contenu. Je les fais court. Bande-annonce, interview d'acteurs en mode interview, on l'a dit, et podcast. Absolument. Podcast, voilà. Parce que non content effectivement de produire du contenu à tire-larigot, vous produisez aussi de l'audio. Exactement. Voilà, de l'audio avec, comme tu l'as dit tout à l'heure Alexis, ce podcast qui s'appelle donc Séance Tenante, un épisode par semaine. Ouais, tous les mardis. Voilà, ça parle de cinéma entre passionnés. Est-ce que tu peux nous pitcher rapidement, Alexis, s'il te plaît, le podcast? Ouais, bien sûr. Séance Tenante, c'est donc un podcast hebdo, comme tu l'as dit, dans lequel on est 4, avec ceux que j'ai déjà cités, mais ils adorent, je suis sûr qu'on parle d'eux. Donc, ce sera Robin, Gaël et Lisa, qui sont 3 journalistes cinéma qui m'accompagnent toutes les semaines. On parle de l'actu ciné. En fait, on est positionné le mardi pour parler des sorties du lendemain, en gros. Donc, on parle de toutes les nouveautés à l'affiche. L'idée, c'est d'avoir un maximum d'invités. Donc, chaque semaine, on essaye d'avoir des invités, des personnes qui font l'actualité de la semaine, donc soit des talents français, des talents internationaux. On a eu la chance d'avoir déjà beaucoup d'invités depuis le début, depuis le lancement du podcast. On est à plus de 150 épisodes, parce qu'on n'a jamais raté un mardi. Je retouche du bois, ça c'est fait. Et on est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, donc Spotify, Apple Podcast, Deezer et YouTube en effet, sur lequel on est également. Enfin, moi j'ai écouté. Oui. Je trouve ça très bien. Je trouve ça vraiment super. Voilà. Comment ça... déjà la tonalité me fait marrer. Je trouve que la super tonalité, ultra frais. Je trouve que c'est du vrai bon podcast. Et c'est pas du podcast de marque, c'est du vrai bon podcast. C'est l'idée. Ouais. Et ça, comment ça s'est fait? Comment est née cette idée? Et comment éventuellement Pathé a accueilli peut-être la première initiative? Moi, j'ai toujours été assez client de podcast, assez consommateur de podcast. Et quand en début 2022, il y a l'idée de lancer un podcast Pathé, je me dis, en fait, non. C'est-à-dire que pour continuer un peu la strate édito dans laquelle on est, je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire de plus?
Et donc, je me dis, potentiellement un podcast. Alors, podcast, forcément, sur le papier, c'est une belle idée. En plus, c'est quelque chose de très, on va dire, dans l'air du temps. Mais par contre, entre cette idée-là et le truc de le faire toutes les semaines, il y a un monde. Je pense que Je connais un peu, ouais. Un peu. Ouais. Et donc, quand je commence à pitcher l'idée plaît plutôt en interne. Alors après, forcément, entre janvier, le moment où on a l'idée, et le mois de mai où sort le premier épisode, il se passe 5 mois. Donc, il y a tout un tas de réflexions qui sont en mode qu'est-ce qu'on a envie de raconter, sous quelle forme, avec combien de personnes, à quoi va ressembler le générique, quelle va être la DA visuelle, est-ce que c'est un toutes les semaines, est-ce que c'est un tous les mois. Alors, l'idée au début, c'était d'en faire un tous les mois, mais le problème, c'est que t'en fais un tous les mois. C'est impossible de parler, on n'aura jamais la capacité de voir les films qui sortiront un mois plus tard, sachant qu'il faut enregistrer une semaine avant la sortie. Ça fait 5 semaines entre le moment où on enregistre et le moment où ça sort potentiellement. Donc, il y a un espèce de truc, on se dit, mais en fait, non. Sinon, on va laisser trop de films sur le côté. On va faire comme les sorties cinéma, on va en enregistrer un par semaine. Donc, c'est très chronophage. Mais on a enregistré un pilote, qui est l'épisode 1, qui a été diffusé tel quel. Ah, c'est bien, vous n'avez pas fait d'épisode 0. Non, on n'a pas fait Nous, d'épisode on 0. dit, faites pas d'épisode 0. Épisode 1 et ça part en ligne. Bon, voilà. On est... Alors, Je trouve que c'est mieux. Il a quand même été écouté en interne. Il est encore disponible, on peut encore l'écouter. Tout à fait disponible, et on en est très content puisque c'est une belle histoire, puisque le premier épisode du podcast, on voulait des invités, parce qu'on voulait se dire que ça allait être la tonalité du podcast, de recevoir des talents, des films qui étaient à l'affiche. Et on s'est dit, on va profiter justement du fait qu'on travaille beaucoup avec Pathé Film, pour leur demander des accès à des talents, mais pas des talents qui font l'actu cette semaine-là, puisqu'on leur a demandé d'avoir accès à Alexandre de la Patelière, à Mathieu de Laporte et Alexandre de la Patelière, qui sont les réalisateurs du Comte de Monte Cristo, sachant qu'on est en 2022, au moment où ça sort, et qui étaient à l'époque uniquement, on va dire, les scénaristes des Trois Mousquetaires, d'Artagnan et Milady, qui sont sortis donc un an plus tard. Et en fait, on décide de les recevoir justement pour faire une espèce d'entretien un peu fleuve de 30-40 minutes, où on va se parler, donc avec l'équipe du podcast qui était déjà la même, elle n'a pas bougé depuis le début. Merci encore à leur fidélité, s'ils nous écoutent. Mais justement, de parler de leur rapport à Dumas avec les Mousquetaires qu'ils sont en train de faire, et déjà de se projeter sur Monte Cristo, qui allait sortir 2 ans plus tard. Et l'épisode, donc forcément, on a aussi parlé des sorties qui étaient à l'affiche cette semaine-là. Je crois que c'est The Northman à l'époque, film de Robert Eggers. Et je sais plus quoi d'autre. Mais et ça a été bien accueilli. La direction a dit oh cool. On a eu des super retours en interne. Tout le monde était très content. On n'a pas eu à faire de coupe drastique, parce que j'ai même pas souvenir d'avoir fait de petites rustines pour modifier. Je pense que les principales corrections, s'il y a eu des corrections, sont faites sur les épisodes 2, 3, 4 et ainsi de suite. Mais donc non, on a été très contents, on l'a lancé et ça a tout de suite bien marché, parce que forcément c'est compliqué de se dire de lancer un podcast de cinéma de marque, parce qu'on peut se dire oui, en fait ils vont juste dire du bien des films qui sont à l'affiche et ils vont dire du bien, ce qui est notre objectif bien sûr, mais comme potentiellement même des films qui distribuent et qui produisent eux-mêmes. Tout à fait, mais en fait quand on arrive sur ce cas de figure, c'est comme je disais tout à l'heure, on ment pas, on essaie de parler globalement de l'œuvre, on rencontre peut-être le principal intéressé pour essayer justement d'avoir... Oui, parce que justement tu as la chance de recevoir des invités, alors grande classe, hein. Moi j'en ai vu quelques-uns, Jamel Debbouze, qu'est-ce qu'il y a Guillaume Gallienne dernièrement, etc. Récemment, dont on est très content, on a eu Pedro Almodovar justement pour un film Pathé qui était à la chambre d'à côté. On a eu Sean Baker, le réalisateur d'Anora, qui a été sacré de 4 Oscars aussi. On a eu l'équipe, hier on a eu l'équipe des Baudins dans le podcast, et parce qu'on a été très surpris de la qualité du film. Moi je connaissais pas du tout l'univers, et c'est vrai qu'on peut se faire un monde de ce genre de comédie, et c'était super, et ils étaient fantastiques justement dans le podcast, et l'épisode sortira la semaine de sortie, donc on est très content. Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui que ce format podcast c'est devenu une sorte de passage un peu incontournable dans une promo de film? Parce qu'avant, je pense, maintenant, moi qui écoute beaucoup de podcasts, maintenant t'as quasiment c'est un passage obligatoire, quoi. Ça s'est fait un peu progressivement. Il y a eu évidemment les réseaux sociaux. Après, il y a eu les médias purs players comme Combini, Brut et tout qui sont devenus des obligatoires. Et puis là, maintenant, on le voit petit à petit. Après YouTube, voilà les podcasts qui petit à petit intègrent les plans promo. Nous, on le voit. Parfois, on est contacté par des agences médias, des agences IRP qui sont uniquement dédiées au podcast et qui sont mandatées par un distributeur de films pour justement gérer, parce qu'en général, un distributeur de films, quand il va s'attaquer à la promo d'un de ses projets, ils vont avoir un attaché de presse, on va dire offline, donc il va gérer télé, presse écrite, etc., web, donc digital, et même parfois un peu de podcast. Alors la plupart du temps, c'est le web qui s'occupe aussi du podcast. Mais donc on voit qu'il y a quand même des pratiques qui évoluent. Et donc oui, on voit que... Après, nous, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est-à-dire qu'on n'a pas 15 bras, on est une petite équipe, malgré tout. Donc nous, les entretiens podcast qu'on fait, en général, on les filme également, et c'est des entretiens qu'on va diffuser dans les interviews qu'on voit sur nos réseaux sociaux.
C'est-à-dire qu'il y a un espèce de truc où on fait en bonne intelligence avec les distributeurs. On va pas leur dire, il nous faut un quart d'heure avec le talent pour faire une interview filmée, puis un quart d'heure pour faire du podcast. Ça sert à rien. On va peut-être en plus poser des questions un peu transverses. Donc, on se dit qu'on fait un entretien où on va un peu parler de tout, quoi. Ouais, alors moi, je me pose une grosse question d'ensemble qui est celle de cette guerre à l'attention. Parce qu'on le voit bien, quand il y a une sortie de film, elles sont toutes le mercredi. Oui, bien sûr. Non, déjà, au point de vue baston, c'est splendide compliqué. parce que c'est tout le monde en même temps. Et puis ensuite, tout le monde a besoin de parler de son film au max possible dans un laps de temps avant la sortie du film. Donc il y a une énorme baston à l'attention parce que tout le monde veut aller parler de son film au même endroit. Ouais. Vous êtes en compétition avec tout le monde en fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux parce que il y a les autres films, il y a tous les films qui sortent en salle qui eux-mêmes, les distributeurs, etc., qui eux-mêmes prennent la parole Bien sûr. pour soutenir leur propre film. C'est leur taf. Voilà, donc on voit les comptes Instagram des distributeurs, on voit même certains films avoir leur propre stratégie social media, ça arrive. Hein. Donc là, ils sont en frontal en face de vous. Il y a les plateformes de streaming qui finalement, alors bien sûr, il y a le temps des médias, comme on dit, donc il y a un petit décalage, mais de chronologie, pardon, mais qui est de plus en plus réduite, parce que le Comte de Monte Cristo, il est quand même sorti très très vite sur Prime, donc vous vous retrouvez pas si loin en baston avec Netflix, Prime Video, Disney+. Il y a même des créateurs de contenu qui aussi produisent du contenu. Tu vois, là, tout à l'heure, tu parlais de podcast, je pense à Tales from the Click, qui est aussi un podcasteur, une chaîne de podcast dédiée au ciné. T'as des tonnes de youtubeurs et tout qui font maintenant partie des plans promo de ces films. Tout ça, c'est vidéastes, des créateurs de contenu qui sont sur le Junket. Comment on fait quand on est pâté ici pour exister au milieu de cet océan de contenu? C'est pas facile tous les jours. Déjà, effectivement, il y a beaucoup de monde. Après, on n'aborde pas tous les films de la même façon. Si je prends l'exemple d'un film un peu plus événementiel, on va le traiter pendant une durée de vie assez longue. Donc, on va déjà essayer de le traiter en amont. Par exemple, je prends l'exemple des Tuches chez nous, qui est un film pâté et qui est un film important puisque c'est quand même une saga à succès. On attend sa sortie avec impatience. On commence à le traiter à S-4, je pense, avant sa sortie. Ouais, facile. Avec des contenus éditoriaux en vrai. Donc, un mois avant la sortie, vous êtes déjà dessus. Ouais, on est déjà dessus. On a peut-être déjà. Mais c'est-à-dire que les premiers contenus commencent à sortir. Oui, on en a déjà parlé avant, mais on intensifie un peu les prises de parole là-dessus. Donc, que ça soit avec des contenus interactions et des contenus vraiment très éditoriaux. Et puis, en fait, on va remettre tout ça en avant, quoi. On va essayer de créer de l'attente sur ce film. On va bien sûr le traiter sur sa semaine de sortie avec des contenus qui sont adaptés à cette semaine-là. Donc, c'est-à-dire peut-être le Junket qu'on a eu ou d'autres choses. Et puis après, on va faire des relances et on va continuer à faire vivre le film tant qu'il est en salle et tant qu'il continue à faire des entrées, quoi. Donc, on a vraiment une approche en plusieurs temps et on a des contenus qui sont adaptés à ces périodes-là. Pour pouvoir traiter le film de manière différente pendant toute sa durée de vie. La fenêtre... Oui, pardon. Non, juste pour rebondir sur ce que tu disais, sur ta question, en fait, certes, nous, on a l'objectif de faire grossir nos communautés, que nos contenus deviennent viraux, fonctionnent, fassent de l'engagement, etc. Mais in fine, on a envie que les gens aient en salle. Oui. Donc, en fait, même si les distributeurs font tout un tas de contenus, les créateurs de contenu, si un Amixem fait un contenu avec un talent sur un film, on est content. Tant mieux. Parce qu'au final, le but, à moins qu'il fasse une vidéo en disant il faut absolument aller le voir dans tel cinéma et c'est pas nous. Bon, pas de bol. Mais la logique fait qu'à partir du moment où il y a une caisse de résonance qui se crée sur un film, on est content que le film fasse parler. Après, forcément, on préfère que les gens voient les contenus chez nous. Mais au pire, on se dit qu'on s'adresse à nos communautés. C'est quoi la durée d'action avant sortie? Donc là, tu parles de films un peu exceptionnels, événementiels, où là, c'est S4, hein, tu disais 4 semaines avant. Globalement, c'est quoi? Vous êtes combien de temps Vraiment, tout dépend du film. Les Tuches, c'était un exemple. Moi, je me rappelle de sorties aussi de Star Wars ou quoi que ce soit, où là, vraiment, on était vraiment en avance. Plus le film est gros, plus c'est en avance. Ouais. Plus c'est en avance, oui. Et juste un dernier mot sur ce point-là, sur le sujet de l'éditorialisation. Parce que, évidemment, tout le monde est à la baston, il y a une guerre à l'attention, et notamment sur les blockbusters. Tout le monde parle des blockbusters. Vous, les blockbusters, c'est important pour ce qui se passe en salle, mais vous avez aussi presque une mission culturelle, de service public quasiment, qui est celle aussi de pousser, de soutenir des films de jeunes auteurs en développement, etc., etc. Donc de leur laisser de la place au cœur de votre éditorial. Comment est-ce que vous arrivez à arbitrer ça? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez quelque part un tableau Excel avec des plus, des petits cœurs, des petits... Ouais. En vrai, c'est un peu c'est ça, parce qu'on a effectivement, peut-être que c'est ce que tu allais évoquer, mais on a un système de labels chez nous qui sont décernés par notre programmation, donc qui vont mettre en avant certains films. Donc on a différents labels. On a le label L'Autre Regard, qui est justement
plus porté sur des films un peu plus auteurs. Donc on va soutenir. Il y a des labels comédie, action, suspense, donc là qui peuvent aller rejoindre des films un peu plus grand public. Mais donc en fonction de ces labels-là, vous leur mettez plus ou moins de visibilité au cœur des plateformes sociales? Oui, ça dépend. C'est-à-dire que, juste pour préciser ce que c'est programmation, chez nous, c'est ceux qui en gros voient les films et les programmes avec les distributeurs, qui font le lien entre les distributeurs et les directeurs. Et qui disent tant de salles, 5 salles ou 70 salles. Exactement. Ouais. Et qui décident les continuations d'une semaine sur l'autre. Il y a les labels qui nous aident. C'est-à-dire que les labels ne sont pas forcément sur les gros blockbusters en général. La plupart du temps, les labels sont là pour aider des films qui peut-être vont être en manque, entre guillemets, de visibilité. De manière générale, dans la caisse de résonance médiatique dont tu parlais tout à l'heure. Donc ça nous aide beaucoup. Surtout sur des petits films où, par exemple, sur une semaine, on va peut-être avoir 7-8 films. On se dit, en fait, d'accord, mais 7-8 films, les 7-8 ne vont pas sortir à manière égale dans nos salles, parce que peut-être qu'il y en aura 2 gros, il y en aura peut-être 2-3 intermédiaires, et les derniers ne sortiront jamais. Donc ça nous aide. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, on a des points très réguliers avec la programmation chez nous pour justement voir. Après, toi, ça fait 5 ans, moi, ça fait plus de 8 ans qu'on est chez Pathé. Quand on voit une affiche de film, quand on voit le distributeur, la distribution, la semaine dans laquelle il s'inscrit par rapport justement aux autres films qui vont sortir cette semaine, on voit très bien comment il va falloir le traiter. Ouais. Donc nous, on a un tableau de suivi que je mets à jour assez régulièrement de programmation, dans lequel j'ai une espèce de tableau avec l'affiche du film, le nom, les technologies potentiellement dans lesquelles il va sortir, si ça sort en IMAX, en Dolby Cinema, en 4DX, s'il a un label, le nom du distributeur, et ça nous aide quand même, ça nous donne une bonne visibilité sur les semaines à venir et les mois à venir. Ok, très clair. Tu le disais tout à l'heure, Alexis, donc vous faites du podcast en live. Absolument. Dans les salles. Ouais. Et justement, dans les salles de cinéma, il se passe de plus en plus de trucs et de plus en plus de trucs qui ne sont pas du cinéma, finalement, parce qu'il y a du concert. J'ai vu ça, il y a des concerts live, il y a des événements, des retransmissions live d'événements. Il y a encore dernièrement, on a vu de la diffusion de documentaires YouTube. Tiens, on a vu avec Inoxtag, évidemment. Il y a, j'ai vu Toulouse, vos amis de Toulouse là, qui ont fait des soirées Griffon d'Or carrément, avec des quiz, etc. Est-ce que c'est ça finalement l'avenir des salles de cinéma? C'est que c'est au-delà du film en lui-même, c'est une salle événementielle dans laquelle il peut se passer beaucoup de choses. Ouais, je pense que ça l'a toujours été un peu d'une certaine façon. Forcément, là, ça prend de l'ampleur parce qu'il y a de plus en plus de choses qui arrivent. Il y a de l'e-sport aussi qui a été diffusé en cinéma. Il y a du sport de manière tout court qui est parfois aussi diffusé en salle. Des matchs, des choses comme ça. Donc, il y a un espèce de truc où le cinéma, nous, notre objectif, c'est d'en faire un espèce de lieu de vie au final. Forcément, l'acteur principal de la salle et du grand écran, c'est le film. Il n'y a aucun doute là-dessus et aucune envie que ça bouge d'une façon ou d'une autre. Mais c'est vrai que par exemple, sur ce que tu dis sur Toulouse et Griffon d'Or, ça, par exemple, ça s'inscrit dans tout le travail de programmation locale que les cinémas vont faire pour mettre en avant des franchises, des sagas. Et ça, c'est des choses très locales. C'est-à-dire qu'on va avoir aussi notre service programmation du siège qui va dire, le mois prochain, dans tous les cinémas, on vous propose un rendez-vous pour tout le monde à la même heure, même date, sur un film de Tom Cruise, qu'on va ressortir, Top Gun, par exemple. Là, en ce moment, tous les mois, on ressort un Ghibli. Donc, le prochain à venir, c'est Totoro. Après, ça sera Kiki la petite sorcière, etc., etc. Là, c'est des événements nationaux. Mais les cinémas aussi en local peuvent dire moi j'organise, j'en sais rien, toutes les semaines une soirée stand-up, une soirée. Donc là, mais encore c'est différent parce que là c'est même pas du film. Ouais. Mais en effet, il peut y avoir une soirée stand-up où on fait venir des stand-uppers qui viennent faire leur spectacle en cinéma. Ou alors en effet, tu peux avoir des concerts retransmis en cinéma. Ça c'est via Pathé Live, qui est aussi une autre division du groupe Pathé, qui va s'occuper de toute la retransmission en direct ou en différé de concerts. Je pense à Mylène Farmer, je pense à tout un tas d'autres grands talents comme ça, et du Met, de l'opéra, et j'en passe. Et ça, c'est des choses qui reviennent assez régulièrement. Ça, c'est quand même assez fascinant. Vous, là-dessus, vous avez velléité dans votre prise de parole en tant que média cinéma à parler aussi de ces choses-là? Parce que ça se passe chez nous. Ça se passe chez nous, dans nos salles. Tout ce qui se passe chez nous, en fait, est du contenu potentiel, quoi, ou une prise de parole identifiée ou quoi que ce soit. Ouais. Messieurs, sujet passionnant, hein. Ça fait plus d'une heure qu'on papote ensemble. Ça passe vite. Ouais. C'est quoi les prochaines, alors sans spoil, hein, qu'est-ce qu'il y a comme grosse sortie là, ou les gros événements à venir dans le mois là, quand on parle de cinéma? Quand on parle de cinéma, il y a le printemps du cinéma qui va arriver à la fin du mois, pendant 3 jours, 5 € la place, dans tous les cinémas en France. Il y a des grosses sorties qui arrivent, il y a des grosses sorties qui sont en ce moment même au cinéma. Je pense à Mickey 17, je pense pour les familles,
famille. Il y a Blanche-Neige qui va sortir très bientôt. Il y a Les Bodins Spartanvry, qui est une grande comédie populaire familiale. Le premier fait 1,6 million d'entrées. Là, on peut espérer qu'il en fasse plus. Et puis après, il y a des grosses sorties qui vont arriver. Il y a du Marvel avec Thunderbolts en avril. Et puis les très, très gros blockbusters vont arriver à partir du mois de mai, juin, juillet, où on va avoir un énorme été. Parce qu'à partir du 20 mai, il y a Mission Impossible d'Edric Koenig, a priori peut-être le dernier de la saga Mission Impossible qui va sortir. Le même jour, il y a Lilo et Stitch, la version live chez Disney. Et puis après, il va y avoir une version live de Dragon, il va y avoir un nouveau Jurassic World, il va y avoir F1 avec Brad Pitt. Il y a du lourd à venir. Fantastic Superman qui va arriver. Donc il y a du très très gros qui arrive sur le reste de l'année, jusqu'à Avatar en fin d'année, un nouveau Camelot, un nouveau Zootopie. Donc il y a de très très belles choses qui arrivent. Je t'ai entendu parler de Blanche-Neige. Alors je profite juste pour glisser une petite question, last minute comme ça, pas la plus drôle. Blanche-Neige, ils se sont fait emmerder autour de ça. Il y a globalement, il y a une ambiance un mood très outre-Atlantique. On espère qu'elle soit pas contagieuse chez nous. Mais Disney, juste pour resituer, Disney a eu des sujets parce que l'actrice est d'origine mexicaine, je crois, ou sud-américaine en tout cas. Donc, elle ne pourrait pas interpréter le rôle de Blanche-Neige. En tout cas, aux États-Unis, c'était une grosse polémique qui a gêné la sortie de ce Disney qui était pourtant attendu. Vous aujourd'hui, vous faites pas trop emmerder là, avec des trolls, avec des trucs comme ça sur vos comptes. Vous êtes un média exposé avec des grosses audiences. Ils sont comment? Honnêtement, par rapport un peu de modération. Communautés que j'ai, un peu de modération, mais par rapport aux communautés que j'ai pu aussi gérer dans le passé, je trouve que on s'en sort très bien. Globalement, effectivement, il y a toujours des mécontents qui se font toujours plus entendre que les contents. Mais c'est plutôt simple à gérer, quoi. Enfin, on parle pas de volume très important et en fait, on traite d'un sujet léger, quoi. On parle de cinéma, donc ça reste du divertissement. C'est du divertissement, donc globalement, c'est pas non plus très clivant. Ça provoque pas de réaction trop négative. Donc après, parfois, il y a des comme ça, on continue à toucher. Après, il y a des passions des fois qui se. Il y a des passions, sur certains posts, des gens qui détestent un film, on dit oh là. Ouais, c'est plutôt bien. Ça c'est bien, ça c'est intéressant. Victor, c'est toi qui gères la modé? Tout à fait, ouais. Waouh. Ça charbonne. Tout à fait. Alors, on a aussi. Pardon, j'aurais dû poser la question plus tôt. C'est toi qui gères la modée de ces 2 millions de. La modération, donc vraiment sur le principe des commentaires. Alors, typiquement, on a aussi un service client et un SAV qui est dispo sur Facebook et X en MP. D'accord. Donc je ne gère pas puisque il y a vraiment tout un volet qui est. Oui, ma carte marche plus ou je comprends pas ou c'est technique. Ma fille a perdu son doudou. Voilà, et ça à la rigueur. Pâté Bellecour. À la rigueur, ça peut être plus mon sujet que un problème ça technique. Peut être marrant, ouais. Mais il y a aucun problème technique. Mais non, mais ça peut arriver. Enfin, comme tout, des bugs, il y en a. Oui. Et du coup, voilà. Donc ils sont quand même là pour me mâcher une grande partie du travail parce que si j'avais ça en plus, effectivement, ça serait un petit peu délicat. Mais du coup, il y a la modération sur nos comptes sociaux, sur les commentaires et sur certains MP, voilà. Mais, ouais. Les amis, je vous ai dit, c'est du lourd. Hein. C'est directement dans le Hall of Fame des social media managers du Super Daily. Ça rentre directement. Du très très lourd avec moi aujourd'hui. Donc merci à vous messieurs. Si on veut échanger avec vous en direct, où est-ce que ça se passe? Où est-ce qu'on va vous parler? Sur LinkedIn peut-être en perso? En direct, sur LinkedIn, c'est très bien. Okay. Donc allez les saluer sur LinkedIn, leur faire coucou, leur dire combien ils font du bon travail. Vous verrez, ils sont super sympas. Merci à vous messieurs. Merci de nous avoir reçus. Merci à toi pour l'invitation. Merci beaucoup. Cet épisode, vous l'écoutiez sur une plateforme de podcast. Merci beaucoup. N'hésitez pas à partager cet épisode, à balancer les 5 étoiles qui font très plaisir, le petit commentaire qui flattera nos égos respectifs. Et puis, les amis, cet épisode, vous pouviez aussi l'écouter en direct sur Twitch. On est là tous les matins de 9h à 9h30. Merci beaucoup. Merci à toi. Ciao, Merci. bye bye. Ciao. Salut.